Devant le grand jury d'RFM ce dimanche, Théodore Chérif Monteil, ancien parlementaire. Il est l'invité de Georges Déthié Diop. Plusieurs sujets. La polémique autour de la dette cachée, une mission du FMI, la vérité sur les finances publiques, Macky Sall, l'opposition et la justice, les comptes à rendre, l'Assemblée nationale et la demande de mise en accusation demandée de l'ancien chef de l'État, le traitement des violences politiques de 2021 à 2024, le pouvoir de Bassirou Diomaye Faye et le parti PASTEF d'Ousmane Sonko. Théodore Chérif Monteil face à Georges Déthié Diop, le grand jury dimanche 11h10 sur RFM. Mesdames, Messieurs, bonjour, merci de rester fidèles à la radio Futur Média, merci de rester fidèles à votre émission Le Grand Jury. Au menu de votre rendez-vous de votre rendez-vous dominical ce dimanche, la dette cachée et le FMI, Macky Sall et la justice, l'Assemblée nationale face à la mise en accusation demandée, les violences politiques de 2021-2024 et le tandem Sonko-Diomaye sous tension avant la présidentielle de 2029. Un terrain-meeting annoncé par Ousmane Sonko le 8 novembre prochain alors que l'opposition entend manifester le 31 octobre. Les mouvements sociaux ne sont pas en reste. Autant de défis qui agitent le Sénégal. Et pour en débattre, nous recevons Théodore Chérif Monteil, ancien parlementaire et observateur critique. Théodore Chérif Monteil, bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour Georges, c'est moi qui vous remercie d'avoir pensé à moi pour débattre avec vous de tous ces sujets extrêmement importants et intéressants pour les Sénégalais. J'espère que nous aurons un débat fructueux et que ce sera constructif pour tous les citoyens sénégalais qui nous suivent. Alors, une information d'hier, on ne s'y attendait pas trop. Le Premier ministre qui a fait une déclaration, une petite séance d'explication du Premier ministre après une absence à la dernière réunion hebdomadaire du Conseil des ministres. Quelques petites minutes, ce qui était attendu comme une grande déclaration du président du parti PASTEF, c'est résumé en une annonce d'un terrain-meeting le 8 novembre prochain. Déception ou vous ne vous attendiez pas à grand-chose? Écoutez, vu le contexte, je ne m'attendais pas trop à ce que le Premier ministre ait le temps, encore une fois, de faire des déclarations sur ces plateaux de réseaux sociaux. Je pense que quand on est au pouvoir, quand on s'est battu pendant une dizaine d'années pour arriver au pouvoir et qu'on vous confie un pays en lambeaux, comme ils l'ont dit, au 4e sous-sol, détruit, percé de tous côtés comme une pirogue, on doit plutôt s'atteler au travail. Donc, M. Ousmane Sonko nous a habitués à ce genre de sortie. Personnellement, je ne m'attendais pas à grand-chose parce que beaucoup de gens pensaient peut-être qu'il allait annoncer sa démission, mais quelqu'un qui a dit il y a quelques mois qu'il ne démissionnerait pas. On ne devrait pas s'attendre à ce qu'il démissionne. Ce qui m'étonne, c'est qu'il ait pris le temps de venir faire une déclaration. Et à l'entame de sa déclaration, quand il parle de fatigue, un leader n'est jamais fatigué. Un leader ne peut pas être fatigué, à plus forte raison venir le déclarer à la télé devant les caméras. Le patron ne doit pas dire qu'il est fatigué. Quand il est fatigué, il prend sur lui-même, il continue le job. C'est ça qu'on attend de quelqu'un qui est devant. Donc, déclarer qu'il y aura un terrain-meeting, vous savez, moi, j'ai écouté, sous l'apparence de la désinvolture et du côté léger de la déclaration se cache quelque chose de très profond. Moi, quand j'ai écouté... Aurait-il changé de fusil d'épaule? En réalité, ce que je vois, c'est un message subliminal à double cible. La première cible, il faut comprendre que le président, que Ousmane Sonko ne parle pas au président de la République, contrairement à ce que beaucoup de gens pensent. Il parle à ses militants pour leur dire quoi? Le pouvoir est encore entre vos mains. Et je suis celui que le peuple suit. C'est un message. L'autre tendance, c'est que quand il dit terrain-meeting, ce terme n'est pas comment on dit ça, c'est pas innocent comme terme. Quand il utilise terrain-meeting, c'est un concept qui est utilisé par les partis révolutionnaires de gauche pour montrer qu'ils peuvent
par l'insurrection, imposer leur pouvoir. Donc, encore une fois, Ousmane Sonko sauf qu'aujourd'hui, c'est eux qui sont au pouvoir. Justement, c'est eux qui sont au pouvoir. Mais Ousmane Sonko est en train de dire, le pouvoir ne se trouve pas là où vous pensez. Au Sénégal, le pouvoir peut encore être dans la rue. Et donc, ce pouvoir qui est dans la rue, c'est moi qui l'incarne encore une fois. Nous pourrons développer, je pourrais entrer dans le détail de tout ça, en montrant que, en tout cas, l'objectif principal du meeting du 8 novembre, c'est de dire que Ousmane Sonko reste l'homme le plus populaire du Sénégal et vous êtes obligé, que vous soyez de mon parti ou de l'opposition, de composer avec moi. Si je pose la question de savoir s'il n'a pas changé de fusil d'épaule, c'est parce qu'à la veille de sa déclaration, qui était très attendue, l'on évoque même une série d'audiences avec ses partisans, des députés, des victimes des violences politiques de 2021 à 2024. Alors, changer de fusil d'épaule, c'est penser peut-être qu'il allait dire autre chose. Vous savez, Ousmane Sonko est un champion de la communication. Parce quelques petites minutes pour relancer en terrain meeting. Ouais. C'est un champion de la communication. Il vise fort pour frapper là où il veut frapper. Donc il mobilise l'attention de tout le monde et il annonce autre chose. Les gens, il instille une idée qui à la base est fausse. Lui-même, il sait que c'est pas ça qu'il va dire. Il mobilise l'attention de tout le monde. Et il dit autre chose. Là, certains vont se dire déçus du contenu du message. Mais il a dit ce qu'il voulait dire. Je vous le dis encore une fois, il a envoyé un message subliminal. C'est quelque chose qui ne se dit pas, mais que l'esprit retient. Il y a deux choses. Il y a le pouvoir institutionnel d'État et moi, Ousmane Sonko, qui représente la légitimité populaire. Donc, il faut faire avec moi. C'est ça qu'il veut nous dire. Est-ce que son absence du dernier conseil des ministres et des explications qui ont été données par lui-même, la veille on nous parlait de maladie, ça ne danse pas sur la même musique? Je ne crois pas trop à ces histoires de maladie ou de fatigue. Moi, je pense que la dualité au sommet a été installée depuis très très longtemps. Certaines personnes continuent à le nier. On attend juste la déflagration qui arrivera tôt ou tard. Peut-être que ce sera le 8 novembre, on ne sait jamais. Mais en tout cas, la dualité au sommet est là. Quand Ousmane Sonko salue le président en position assise, vous savez, ça montre des signes. Donc, il est en train de défier le pouvoir institutionnel qu'on a confié à M. Bassirou Diomaye Faye. Et il le fait de façon ouverte. S'absenter du conseil de ministres, il n'a pas besoin de venir à la télé pour dire « j'étais malade » ou « j'étais fatigué ». Quand le Premier ministre présent au Sénégal s'absente du Conseil des ministres, le communiqué doit clarifier les raisons de son absence. C'est tout. Après, moi je pense que cette tendance à vouloir défier le président de la République ne peut être que négatif pour lui. Parce que le pouvoir n'a jamais été dans la rue au Sénégal. On peut penser quelquefois que la rue détient le pouvoir, mais c'est une illusion. Les Sénégalais sont assez mûrs pour élire un président et pour le maintenir à son poste en permanence jusqu'à la fin de son mandat. Penser qu'on peut menacer un président de la République par sa popularité, là on sent réellement les conseils de l'extrême gauche qui gravitent autour de Pastef. C'est ça qu'il est en train de mettre en œuvre. Parce que l'extrême gauche, quand vous regardez les méthodes staliniennes, c'était vous n'êtes pas d'accord avec moi, je mets le peuple en face de vous et vous tombez. Voulez-vous dire par là que ce terrain meeting annoncé, même si l'on crie sur tous les toits qu'il n'y a pas de problème entre les deux, ce terrain meeting donc ne confirme pas l'unité du tandem, mais est plutôt un moyen pour Ousmane Sonko d'affirmer sa primauté face à Bassirou Diomaye Faye. Absolument, absolument. C'est juste ça. Il n'y a pas autre chose. Parce qu'il a dit qu'il y aura un avant 8 novembre, un 8 novembre. Donc avant 8 novembre, c'est ce qu'on vit actuellement. Le pouvoir est entre les mains de l'institution.
on a un pouvoir d'État. Le 8 novembre, il va affirmer sa popularité. Et après le 8 novembre, il montrera que le pouvoir change de centre de gravité, qu'il n'est plus là où on le croit. Il est toujours aux mains du peuple qui le confère à l'homme le plus populaire du Sénégal, l'homme le plus légitime, qui est Ousmane Sonko. Donc, à l'approche de la présidentielle, c'est dans 3 ans, quelques mois, hein, ce tandem peut donc devenir un duel politique. Absolument. Je pense que même dans son message, il dit après 18 mois d'exercice de pouvoir, on doit faire l'état des lieux. Il l'a dit, on doit faire l'état des lieux. Donc, il y a quelques mois, il disait que c'est trop tôt pour faire un bilan. Là, il est en train d'évoquer un bilan à mi-parcours. Hein? C'est presque ce que les Américains appellent la mi-mandat. Donc, évaluons ce qui s'est passé. Il avait annoncé que pour lui, le problème du Sénégal, c'était un problème d'autorité. Aujourd'hui, il lance l'idée d'une évaluation à mi-parcours pour dire, prenons des décisions suite à cette évaluation. Et là, pour lui, ce sera ce qu'il appelle l'après 8 novembre. Quelles seraient donc les conséquences pour PASTEF et surtout sur la stabilité du gouvernement? Mais moi, je pense qu'on va vers une crise majeure. Parce qu'aujourd'hui, c'est une réalité. On a un pouvoir légitime conféré au président de la République, M. Bassirou Diomaye Faye. Et à côté de lui, il y a un Premier ministre défiant. Quand on a un Premier ministre défiant qui refuse de démissionner, on le démet. Maintenant, est-ce que les stratèges qui sont autour du président de la République ne lui ont pas donné une démarche à suivre? Parce qu'on ne démet pas forcément un adversaire politique. Bon, c'est pas un adversaire politique, mais on ne démet pas forcément un Premier ministre. On l'a plus révélateur de votre part. Même s'ils sont dans le même parti. Même s'ils sont dans le même parti. Donc, on ne démet pas forcément un Premier ministre du jour au lendemain. Il y a des préparatifs, il y a une façon de le faire, etc. etc. Mais en tout état de cause, aujourd'hui, cette dualité au sommet ne peut être que négative pour le Sénégal. On voit que les gens ne travaillent pas. Négatif même dans la mise en œuvre de la politique économique et sociale. Mais surtout dans la mise en œuvre de la politique économique et sociale. On a vu, on nous a présenté ici un plan de redressement économique et social que personne n'a vu. C'est un plan fictif. En réalité, ce n'est qu'une réforme du Code général des impôts pour augmenter les taxes. Si vous voulez, quand on parlera des aspects budget et loi de finances initiale de 2026, on verra l'explosion des taxes du fait du presse. Donc, quand vous pensez que une économie, c'est juste collecter de l'argent, vous avez tout faux. Un excès de collecte d'argent provoque une contraction de l'économie généralement, ou bien même des économies parallèles. Les gens vont utiliser d'autres voies pour échapper aux taxes. Donc, tout ça, c'est parce qu'il y a un conflit politique. C'est parce que, au-delà du fait que PASTEF soit arrivé au pouvoir sans préparation, il y a, à mon avis, il y a des zones d'incompétence qu'ils ont du mal à régler. Et tant qu'on ne réglera pas ça, on ne peut pas diriger avec de l'incompétence. L'incompétence, ce n'est pas une tare, c'est une limite au savoir. Quand on constate son incompétence, on se capacite pour aller de l'avant, ou bien on se fait capaciter. Mais persister dans l'erreur, vraiment, ça, c'est très dangereux et c'est ce qu'on est en train de vivre. Sous un autre aspect, celui-là politique, Ousmane Sonko qui annonce un terrain meeting le 8 novembre, une semaine avant, l'opposition sera dans la rue pour une manifestation. Est-ce qu'il n'est pas en train également de dire à l'opposition, je suis encore là? Oui, mais ce n'est pas son rôle. En tant que chef de parti, c'est son rôle. Ce n'est pas son rôle. Son rôle, c'est se consacrer 24 heures sur 24 à sa charge de Premier ministre du Sénégal. Le Premier ministre coordonne l'action du gouvernement. C'est eux-mêmes qui ont dit que le Sénégal est en lambeaux, qu'il faut le rebâtir, qu'il faut le reconstruire.
Donc, il ne devrait pas avoir le temps Mais d'aller dans la rue pour faire des meetings. Mais on doit pas, c'est pas le on rôle. doit lui reconnaître son statut de chef de parti. Oui, on lui reconnaît son statut de chef de parti. Ça, personne ne le lui enlève. Mais quel est l'intérêt pour un parti au pouvoir à faire une démonstration de force à moins de 2 ans de mandat? Ils sont là depuis moins de 2 ans. Quel est l'intérêt pour eux de faire une démonstration de force? Au contraire, ils ont tous les leviers pour montrer au peuple sénégalais qu'ils sont capables d'impulser le développement du Sénégal. C'est ça qu'on veut. Mais aller faire une démonstration de force dans la rue pour juste dire nous sommes plus forts que vous, ça n'a pas de sens. Et moi, je pense qu'il ne le fait pas, encore une fois, il ne le fait pas en direction de l'opposition, il le fait en direction de son propre groupe. Il veut dire à son propre groupe que c'est Ousmane Sonko qui est là, celui que le peuple suit, c'est Ousmane Sonko. Parce que c'est lui qui appelle à un terrain meeting, c'est lui qui appelle à la mobilisation. La mobilisation sert à faire quoi? Quand on mobilise, hein, c'est un mot éminemment politique. Quand on mobilise, c'est pour montrer sa force. On montre sa force à qui? Est-ce qu'il a besoin de montrer sa force à l'opposition alors qu'il est au pouvoir? Non, pour moi, sa force, il est en train d'essayer de le montrer au président Bassirou Diomaye Faye et aux autres membres de son parti pour leur dire c'est Ousmane Sonko, que vous le vouliez ou pas. Alors, Théodore Chérif Monteil, ancien parlementaire, une dette cachée confirmée par le FMI, les avocats de Macky Sall parlent de rapport caché, inspection des finances, pré-rapport de la Cour des comptes, rapport Mazars non communiqué. Le gouvernement met en avant la transparence et la reddition des comptes. Le débat se pose, qui dit vrai, qui manipule les chiffres? Les avocats de l'ancien président ont dénoncé donc des rapports cachés et parlent d'effets d'annonce politique autour de la dette. Est-ce crédible? Alors, dette cachée confirmée par le FMI, d'abord ça j'en doute. Le FMI ne confirme pas de déclaration d'un pays ou ne l'infirme pas. Le FMI, dans ses sorties, utilise un langage très policé et diplomatique. Les gens entendent ce qu'ils veulent. Ensuite, moi je pense que... Que faites-vous de la sortie de la directrice générale Qu'est-ce qu'elle a dit du FMI exactement? récemment? Qu'est-ce qu'elle a dit exactement? Encourageant même les autorités dans la transparence. C'est ce que j'appelle un langage diplomatique, transparence et souveraineté. C'est normal qu'elle les encourage dans la transparence, dans la souveraineté. Mais dans les vrais débats, autour de la table de négociation, c'est autre chose qui se passe. Si le FMI avait confirmé la dette cachée, qu'est-ce qui serait à l'origine du blocage dans l'avancée des négociations? Moi, je pense que beaucoup de gens disent, oui, le FMI a confirmé, mais qu'il montre là où la directrice générale du FMI dit, oui, le Sénégal a caché une dette. Jusqu'à présent, ils utilisent le terme de misreporting, c'est-à-dire communication de données erronées. C'est ce qui s'est passé au Ghana, c'est ce qui s'est passé en Zambie, et on sait comment le Ghana et la Zambie sont en train de régler ce problème. Si le Sénégal va vers le même type de solution, ça veut dire que sur les prochaines années, d'ici 2029, il ne se passera plus rien économiquement parlant dans ce pays. Parce que ce sera une restructuration de la dette. Restructurer la dette, c'est allonger les délais de paiement, c'est ou bien augmenter les remboursements de capitaux, c'est aussi et surtout arrêter tous les investissements prioritaires pour le Sénégal. Et ça, ce serait une catastrophe. Donc, transparence et souveraineté, je suis absolument d'accord. Maintenant, les avocats de Macky Sall parlent de rapports cachés. Effectivement, une dette, on ne peut pas la cacher. Parce que vous pouvez dire, je ne suis pas endetté, mais vous ne pouvez pas empêcher à votre créancier de dire que vous lui devez de l'argent. Or, comme le Sénégal n'a jamais été en défaut de paiement, ça veut dire que même ça, ce qu'on appelle dette cachée, c'est en train d'être payé. Donc, c'est dans les livres. Maintenant, qu'on l'appelle dette cachée ou qu'on l'appelle autre chose, moi, ce n'est pas ce qui m'intéresse le plus. Ce qui m'intéresse, c'est qu'on sache réellement ce qui s'est passé. Les Sénégalais ont besoin de clarification. Il ne suffit pas de dire il y a eu tant de milliards de dettes cachées. Cette clarification passerait-elle par la communication de ces rapports d'inspection de la Cour des comptes et de Mazars? C'est tout. Il faut
On le disait tantôt avec mon binôme Cheikh Omar Sy, que nous allons écrire pour demander sous les clauses de la nouvelle loi sur l'accès à l'information, qu'on nous donne les rapports, qu'on puisse elle savoir. Elle devrait suffire à lever le voile sur ces rapports et à clarifier le débat. Il faut un exercice de clarification. Aujourd'hui, quelqu'un a dit qu'il y a une dette cachée. Comment on l'a cachée? Où est-ce qu'elle a été cachée? Comment il l'a découvert? Tout ça, il doit nous le dire. De l'autre côté, il y a des gens qui sont accusés d'avoir été à l'origine de la dette cachée. Ils disent qu'eux, ils veulent avoir les rapports. Mais ils n'ont même pas besoin des rapports. C'est à eux de nous dire, quand ils étaient en exercice, comment ils ont procédé. Est-ce que tout a été fait dans les règles de l'art, avec rigueur et transparence? Et tout le monde sera content. Aujourd'hui, on est en face de deux camps. Il est clair que l'ancien pouvoir a fait de la prévarication. Ça, tout le monde le sait. On n'a pas besoin d'aller à l'école pour savoir qu'il y a eu gabégie, qu'il y a eu beaucoup de détournements. Maintenant, de l'autre côté, venir dire qu'il y a eu une dette cachée, point, pour moi, ce n'est pas satisfaisant. Au-delà des chiffres, on a besoin de vérité. Et cette vérité, il passe par la diffusion de tous ces rapports, le rapport de l'Inspection générale des finances, le réel rapport de la Cour des comptes et le rapport de Fabrice Mazars que le FMI avait commandé. Est-ce que leur non-communication remet en cause la ligne de défense de l'actuel régime? Je ne comprends pas votre question. La ligne de défense de l'actuel régime qui accuse l'ancien président Macky Sall et son pouvoir, l'ex-pouvoir de l'APR, de dette cachée. Moi, je pense que tout est parti d'une mauvaise analyse de l'information financière qui était à leur disposition. Et à partir de là, les choses sont montées en flèche très rapidement sans qu'ils puissent avoir de maîtrise sur le sujet. Donc, aujourd'hui, au Sénégal, on a des organes de contrôle interne qui doivent faire leur travail. Si les organes de contrôle interne font leur travail et que ce travail est diffusé, les Sénégalais sauront de quoi il s'agit. Moi, je pense que quand il y a eu découverte, en tout cas, de dettes cachées ou de misreporting, le débat devait aller se poser à l'Assemblée nationale. Le ministre des Finances devait aller à l'Assemblée nationale dire « voilà ce qu'on a découvert ». Et on en discute, on échange avec les députés, on diffuse ça partout au Sénégal et les Sénégalais sauront le fond du problème. On ne fait pas une conférence de presse pour dire qu'il y a eu une dette cachée. Les Sénégalais ne savent pas ce que c'est que cette dette cachée, où est-ce que ça a été pris, comment on l'a utilisé, etc. Donc, on a biaisé le débat, dès le départ, on a biaisé le débat et on l'a installé là où il ne devait pas être. Mais ça, je pense que c'est dû au fait qu'au début, il y avait un objectif politique, mais après, ça a dérapé. Mais si le gouvernement ne le fait pas, est-ce que la demande ne devrait pas venir de l'Assemblée nationale elle-même? Absolument, ça devait venir de l'Assemblée nationale. L'Assemblée nationale, dès lors que le Premier ministre a posé ce débat public, devait saisir le ministère des Finances d'une demande comment on appelle ça, de questions écrites, de questions orales, et convoquer le gouvernement, en tout cas tous les ministères, toute l'administration qui gravite autour des finances publiques, pour qu'ils viennent s'expliquer sur ce sujet. Il faut que les Sénégalais sachent où va leur argent et quand on emprunte pour payer, comment on utilise ce qu'on a emprunté, pourquoi on emprunte et pourquoi on emprunte tant d'argent et qu'après on dit que ça a été caché. Et encore une fois, Georges, on ne peut pas cacher une dette. On ne peut pas cacher une dette. On peut faire des manipulations entre les flux et les stocks, mais on ne peut pas cacher une dette. On peut déplacer l'apparition d'un chiffre, on peut le différer, etc., etc. Il faut que les Sénégalais comprennent et qu'on sache. Est-ce que ça a été différé dans l'intérêt du Sénégal ou est-ce que ça a été différé ou en tout cas caché ou déplacé pour satisfaire les besoins de l'ancien régime
en matière de détournement, comme je disais tantôt. Qu'attendre donc de cette mission du FMI qui séjourne au Sénégal pour des discussions sur un nouveau programme? Ouais, on arrivera forcément à un nouveau programme, c'est ce que je disais tantôt. Ce nouveau programme sera adossé aux exigences du FMI. Les exigences du FMI, il y en a qui sont connues, d'autres qui ne sont pas connues. Maintenant, on évoque même la possibilité de suppression de la subvention sur l'énergie. Supprimer la subvention sur l'énergie, alors qu'en ce moment même, les Sénégalais décrient la cherté de l'électricité. Les Sénégalais ne sont donc pas sortis de l'ornière, le cas échéant. Donc, on va, c'est ce que je disais tantôt, on va vers une catastrophe. On va vers une catastrophe. Au moment où le Sénégal doit investir massivement sur l'éducation et la santé, si le FMI nous impose une restructuration de la dette, ça veut dire que tout ce qui est inscrit dans la stratégie nationale de développement et dans la vision 2050 tombera à l'eau. Alors, entre dénonciations internes, avocats internationaux et société civile, Macky Sall, on le dit, c'est lui qui est au centre de la polémique. Doit-il être poursuivi dans ce conflit politique? Moi, je pense que aujourd'hui au Sénégal, ce qu'on doit se dire, c'est est-ce qu'on est dans une justice transitionnelle ou est-ce qu'on est dans une justice politique? Ça, cette question, elle est importante. Il faut qu'on la résolve. Parce que quand le nouveau pouvoir est arrivé, la première grande rencontre, c'était autour de la justice, des assises de la justice. Donc, on a voulu réformer en profondeur la justice sénégalaise. Et c'est ça que j'appelle une justice transitionnelle. On va vers quelque chose de nouveau. Or, ce qu'on constate, c'est que cette justice-là reste encore très politique. Et ça, c'est dangereux pour un pays. La justice ne peut pas être une justice politique. C'est vrai, on doit toujours rendre des comptes. Mais cet exercice de reddition des comptes ne doit pas être adossé à la vengeance. Maintenant, doit-on poursuivre le président Macky Sall ou pas? Moi, la grande question, c'est pourquoi, qu'est-ce que les députés attendent? Parce que, de toute façon, le président Macky Sall, pour moi, c'est du passé. Qu'est-ce que les députés attendent pour faire de la responsabilité publique quelque chose de pénalement responsable? Parce qu'aujourd'hui, c'est nous-mêmes qui avons piégé notre Constitution en mettant à l'article 101 que le président de la République est un irresponsable. Ça veut dire quoi, un irresponsable juridiquement? Les irresponsables juridiques, c'est les mineurs et les déficients mentaux ou les personnes sous tutelle. Donc, on confie les pouvoirs, tous les pouvoirs à un homme pendant des années. On lui confie nos finances publiques, on lui confie nos forces armées, on lui confie notre diplomatie et à la fin de son mandat, on dit qu'il n'est responsable d'aucun de ses actes. Et pourtant, on dit qu'il peut être poursuivi pour... Il ne peut être poursuivi qu'en cas de haute trahison. Et on ne définit pas la haute trahison. Deux choses. D'abord, le fait de le rendre irresponsable, ça c'est très très dangereux. Et il faut que les députés tout de suite se mettent à la tâche pour dire que la justice, elle est là pour tous et que nul n'est au-dessus de la loi. Le président de la République doit être pénalement responsable de ses actes et c'est ça qui fera que son administration travaillera correctement. Si le président de la République est responsable pénalement de ses actes, on peut le poursuivre à n'importe quel moment. Là, toutes les personnes qui gravitent autour du président de la République vont se dire « Ah, si le président lui-même peut être poursuivi, à plus forte raison nous-mêmes. » Maintenant, on ne définit pas la haute trahison. Si un député se lève, il fait une résolution pour mettre en accusation le président Macky Sall, c'est possible. L'Assemblée peut voter la mise en accusation du président Macky Sall. Mais l'Assemblée ne juge pas. L'Assemblée ne juge pas. Et la Haute Cour de justice, même s'il y a par ailleurs 8 juges députés, ne peut pas poursuivre quelqu'un sur la base d'un délit qui n'existe pas. Le délit de haute trahison n'est pas défini. Il n'appartient pas à celui qui écrit la résolution de dire que la haute trahison, c'est le détournement des fonds force Covid-19, c'est la dette cachée. Non. Ce n'est pas prévu par le code pénal sénégalais. On ne peut pas poursuivre quelqu'un sur cette base. Donc pour moi, aujourd'hui, ça, c'est de la mascarade.
On est en train d'amuser la galerie, d'ignorer les priorités des Sénégalais. Mais à la suite de la requête du député Guy Marius Sagna, beaucoup disent que l'Assemblée nationale pourrait engager la responsabilité de l'ancien président par rapport en tout cas à cette demande de mise en accusation. Courage institutionnel ou bien c'est juste un calcul politique? C'est clairement un calcul politique. Je vous dis, on est en pleine diversion. C'est-à-dire, on a des gens qui ont été élus et qui pendant 1 an et demi n'ont posé aucun acte dans le sens du développement du Sénégal. Il n'y a rien qui se passe. Rien ne se passe dans ce pays. C'est le marasme économique. Les gens déplacent des investissements. Il y a des investisseurs aujourd'hui qui te disent le Sénégal, c'est trop risqué. On ne peut pas aller dans un pays où tout peut basculer à tout moment. Rien n'est clair. Le fait de ne pas avancer avec le FMI montre que on n'est pas dans l'équilibre. Autre chose, c'est quand vous regardez la loi de finances initiale, on vous dit que les recettes vont augmenter de 27%. J'analysais ce matin un document que mon ami Arona Khan met à disposition régulièrement. Chaque fois qu'il y a un nouveau budget, c'est un ingénieur logiciel sénégalais qui utilise une technique d'analyse du budget pour montrer les grandes masses. 27% de croissance des recettes, personne n'y croit. C'est-à-dire, tu ne peux pas faire une loi de finances initiale en 2024 en disant que voilà ce que j'attends en recette 100. Tu fais une loi de finances rectificative pour dire, en fin de compte, au lieu de 100, je n'ai reçu que 70. Vous allez en 2025, vous faites une autre loi de finances, les recettes ne suivent pas ce qui avait été prévu. Vous faites une loi de finances en 2026 pour dire qu'on va croître de 27%. Mais hier, les analystes de cabinets comme Bloomberg et tout ça ont tous décrié ça. Personne n'y croit. Et quand les investisseurs ils voient que l'administration financière du Sénégal sort de tels chiffres, les gens n'ont pas confiance. La première grande chose qui fait que les gens n'ont pas confiance, c'est que vous avez des experts financiers qui font un budget et qui comparent une prévision à une autre prévision. C'est-à-dire la loi de finances, c'est une prévision. Après, on fait la réalisation sous forme d'une loi de finances rectificative. Voilà le réel. Donc, quand vous faites une nouvelle prévision, il faut comparer la nouvelle prévision au réel. Mais non, ils viennent comparer la nouvelle prévision à l'ancienne prévision. Et vous introduisez des biais et des erreurs que vous ne pourrez pas calculer. Donc, moi, j'ai l'impression... Est-ce qu'ils le font exprès ou est-ce qu'ils ignorent qu'une prévision ne se compare pas à une autre prévision? Donc, tous les écarts que vous voyez, c'est loi de finances initiale contre loi de finances initiale. Or, un écart, on le calcule entre une prévision et une réalisation. C'est mathématique. Donc, moi, je ne comprends pas. Aujourd'hui, vous voulez développer un pays, vous faites des meetings, vous faites des projets de résolution qui, même s'ils passent, ne mèneront à rien du tout. Moi, je vous dis, il n'y a aucun juge qui peut poursuivre le président Macky Sall sur la base de cette mise en accusation, sur la base de haute trahison. Ce qu'il faudrait faire aujourd'hui, c'est de rendre le président de la République pénalement responsable pour que dans le futur, des choses comme ce qui s'est passé avant ne puissent plus se réaliser. Alors, en attendant cela, est-ce qu'une commission parlementaire indépendante serait suffisante pour trancher toutes ces questions complexes? S'ils ont vraiment la volonté de faire éclater la vérité, je pense qu'une mission d'information parlementaire avec des députés sérieux qui veulent révéler la vérité peut aller dans tous les ministères et faire ressortir les vrais chiffres et le mettre à la disposition des Sénégalais. Ça, c'est la démarche de responsabilité. Maintenant, si c'est, comme je le disais tantôt, un combat politique entre un nouveau régime qui n'arrive pas à satisfaire les besoins des Sénégalais et un ancien pouvoir qui est accusé de prévarication, c'est les Sénégalais qui trinqueront
à la fin de la journée. L'Assemblée nationale aurait-elle failli donc dans son rôle de contrôle financier? On ne l'entend pas. Ils ne le font pas. Je vous dis, aujourd'hui, dans la réforme du règlement intérieur, la dernière réforme du règlement intérieur de l'Assemblée nationale. Parce que l'on a l'impression que qu'il y a une existence de contrôle sur la dette et les finances publiques. Vous savez, Georges, quand on est député, on doit connaître ses prérogatives. Qu'on soit député du parti au pouvoir ou député de l'opposition, ça n'a pas de sens. Moi, je dis, un député, il doit rester député. Et comme la Constitution donne aux députés le pouvoir d'investiguer, d'aller chercher l'information pour le mettre à disposition des Sénégalais, ils doivent exercer ce pouvoir. Il est clairement dit dans le règlement intérieur que les commissions peuvent recevoir les directeurs généraux, les ministres, etc., pour leur poser des questions sur le fonctionnement de l'administration sénégalaise. Mais ils ne le font pas. Ils ne le font pas. Les députés ne travaillent pas 7 jours sur 7. Ce qu'ils font aujourd'hui, c'est travailler pendant une période de 60 jours sur la loi de finances et de venir de façon sporadique à l'Assemblée nationale pour voter des lois. Le député aujourd'hui ne fait pas le travail d'information parlementaire qu'il faut. Le député doit être tout le temps sur le terrain afin d'informer les Sénégalais. Voulez-vous dire par là qu'il n'y a pas de rapport interne qui pourrait garantir la transparence? Non. Il n'y en a pas. Pas. C'est parce qu'ils ne font pas ce qu'il faut faire. Moi, je disais, tantôt, dans la réforme du règlement intérieur de l'Assemblée nationale, ils auraient pu mettre des sous-commissions, au lieu de dire il y a commission de 30 personnes, etc., augmenter le nombre de personnes par commission, mettre des sous-commissions de 4 à 5 personnes, sous-commission finances publiques, sous-commission système de santé sénégalais, sous-commission réforme de l'éducation, etc., des curricula, avec des compétences, parce qu'il y a des compétences en interne à l'Assemblée nationale, avec des compétences qui vont se faire soutenir par d'autres compétences en externe pour pouvoir faire des rapports. Tous les 3 mois, les députés devraient produire des rapports sur des secteurs prioritaires pour ce pays, santé, éducation, logement. Mais ce qu'on voit, c'est toujours des députés passifs qui attendent de recevoir des textes de loi pour les voter. C'est tout. Est-ce que ce n'est pas à l'image du Premier ministre qui, dans sa déclaration, n'a pas évoqué les priorités de l'heure? Au moment où les épidémies font des ravages au Sénégal, la cherté de la vie, ce n'est pas un secret, hein. On annonce en meeting. Mais c'est exactement ça. Les gens ne remettent pas au centre, ne remettent pas les priorités au centre de leurs préoccupations. Donc, les Sénégalais ont des priorités, ceux qui les gouvernent en ont d'autres. Donc il n'y a pas de convergence entre les élus et les attentes les actions des élus et les attentes des Sénégalais. Les Sénégalais attendent qu'on réduise le coût de la vie, les Sénégalais attendent qu'on réduise le coût de l'énergie pour pouvoir travailler correctement. Parce que quand on parle de réduction du coût de l'énergie, les gens pensent souvent aux ménages et à l'électricité. Non, la réduction du coût de l'énergie rendrait l'industrie sénégalaise plus compétitive. Donc vous êtes un acteur. Oui. Et ça, si tu veux que les gens viennent investir, il faut que les facteurs de production soient attractifs. Il ne suffit pas d'avoir une attraction fiscale. Aujourd'hui, dans nos codes des investissements, on parle que d'attraction fiscale. Alors que les facteurs de production, c'est le plus important. Le coût de la main-d'œuvre, le coût de l'énergie, etc. Donc, si les préoccupations de nos dirigeants sont ailleurs, ça donne ça. Ça donne le fait que les gens vont faire des combats politiques en permanence, alors qu'on les attend. Moi, les députés de la 14e législature, je les attendais sur le terrain de l'investigation, de l'information. C'est vrai, on me dit qu'ils vont partout, mais c'est informel. C'est-à-dire il faut des instructions du bureau pour dire à telle commission, allez dans tel ministère, regardez tel sujet, ramenez l'information pour qu'on le diffuse à l'attention des Sénégalais. Alors, vous suivez le grand jury qui reçoit ce dimanche Théodore Chérif Monteil, ancien parlementaire.
Évoquons les violences politiques de 2021 à 2024, entre morts, blessés et traumatismes. Cette responsabilité des violences politiques reste controversée. Des auditions, des enquêtes ont commencé à la section de recherche de la gendarmerie, annoncée en grande pompe au début, mais dans la timidité ces derniers jours. Que vous inspire ce traitement des violences politiques de 2021 à 2024, lié bien évidemment à la loi d'amnistie qui n'a pas été abrogée. Absolument. Donc, vous savez, Georges, quand on est une nation, le Sénégal, on a une mémoire collective à construire. Et cette construction de la mémoire collective doit être garantie par les dirigeants qu'on a mis au sommet de l'État sénégalais. Et une mémoire collective ne peut pas se construire sans réconciliation. C'est pas possible. Mais on ne peut pas construire un avenir apaisé sans vérité. Aujourd'hui, on parle d'audition sur les violences. Mais comment on va trouver la vérité? Comment on va la documenter? Comment on va la traiter si on est sous la chape d'une loi d'amnistie qui nous empêche d'accéder à l'information? Parce que moi, quand j'ai entendu qu'il y aura des auditions, etc., je dis, mais la loi d'amnistie va bloquer trop de choses. C'est pour ça qu'on annonce en grande pompe et on finit timidement. Mais les auditions se poursuivent tout de même. Oui, mais ça ne donnera pas grand-chose. Aujourd'hui, la priorité, c'est l'abrogation de la loi d'amnistie. Il faut qu'on enlève cette chape qui empêche, parce que on ne peut pas enquêter sur un acteur si on ne connaît pas les motivations et les instigateurs. Aujourd'hui, aussi bien l'ancien pouvoir que les acteurs, que les tenants du nouveau pouvoir ont des responsabilités sur ces violences. Parce qu'il y a eu instigateur, il y a eu violence. Quelqu'un a demandé à des gens d'aller dans la rue pour revendiquer leurs droits, et en face, quelqu'un a demandé à ses forces de l'ordre de maintenir l'ordre. Donc, ces responsabilités, il faut qu'on les situe. Moi, je ne parle pas de punition, je parle de situer les responsabilités, de les documenter. Responsables des violences et des répressions, mais également la chaîne de commandement. Absolument. Il faut que cette vérité soit documentée et traitée. Documenter, ça veut dire qu'on doit pousser pour tout savoir et le garder en mémoire. Ensuite, traiter. Et c'est là que la justice va venir jouer son rôle. Ce n'est que comme ça qu'on peut construire un avenir apaisé dans ce pays. On ne peut pas avancer dans le mensonge ou dans le silence. Ce qui s'est passé entre 2021 et 2024 ne peut pas être enterré comme ça. Et c'est ce qu'on a vu. Quand on a voté la loi d'amnistie, les gens qui sont actuellement au pouvoir ont dit qu'ils n'en voulaient pas. Moi, quand je ne veux pas de quelque chose et que j'ai les pouvoirs de l'enlever, je l'enlève. Maintenant, on nous dit, oui, ça va provoquer des implications trop complexes, etc., etc. Voilà, on en est là. On a posé une grande chape sombre sur une partie de l'histoire politique sénégalaise et on ne veut pas soulever le voile. Personne ne veut soulever le voile. Donc après, vu sous cet angle, est-ce qu'il y a réellement une volonté de faire la lumière sur ces événements? Moi, tant que la loi d'amnistie ne sera pas abrogée, je dirais que personne ne veut qu'il y ait un éclatement de la vérité. Parce que vous ne pouvez pas avoir de vérité partielle. On peut aller dire, lui, il est soupçonné de crime et qu'il n'est pas couvert par la loi d'amnistie, on le poursuit. Ça peut être un manifestant, ça peut être un membre des forces de l'ordre. Mais le manifestant, pourquoi il manifeste? Le membre des forces de l'ordre, pourquoi il a réprimé? Dans les deux sens, il y a des responsables. Et on dit que ces responsables sont intouchables. Ce sont les acteurs qu'on va toucher. On n'aura pas la vérité. Il faut remonter toute la chaîne, depuis l'appel à manifester jusqu'à l'ordre de réprimer. C'est ça, c'est ce que j'appelle documenter. C'est ce que j'appelle documenter. Il faut qu'on sache tout. C'est ce tout qui nous permettra d'apaiser les gens
après avoir traité le sujet. Plus clairement, que la mémoire nationale et les archives soient accessibles pour éviter la répétition. Absolument. Parce que tant qu'on ne documente pas, vous savez, quand on a fait Vérité et Réconciliation en Afrique du Sud, les gens disaient que Nelson Mandela est un faible, etc., etc. Nelson Mandela a compris pendant ses 27 années de prison que les rapports de force ne mènent à rien. Ils mènent à la disjonction, ils mènent à des tensions. Il a toujours favorisé la négociation. Et c'est parce qu'il a favorisé la négociation qu'on a aujourd'hui la nation arc-en-ciel. À un certain moment, les gens pensaient à une partition de l'Afrique du Sud. Une partie blanche et une partie noire. La solution à 2 États qu'on est en train de préconiser en Palestine. Donc, Nelson Mandela a compris que si on négocie et que même si les Blancs restent au pouvoir pendant 5 ans, 10 ans encore, tôt ou tard, parce que les Noirs ont le droit de vote, tôt ou tard, un Noir sera au pouvoir en Afrique du Sud. Mais ça, il faut être grand pour le comprendre. Il faut regarder très très loin pour le comprendre. Il faut effacer sa propre personne et savoir que ce qu'on est en train de construire aujourd'hui, ce n'est ni pour moi, ni pour mon fils, peut-être même pas mon petit-fils, mais pour mes arrière-petits-fils. C'est cette vision-là qu'on n'a pas au Sénégal. Nos dirigeants sont court-termistes. Ils ne voient qu'aujourd'hui, ils ne voient que la fin de la journée. Quelquefois même, ils ne le voient pas. Voulez-vous dire par là que pour les violences politiques 2021 à 2024, nos actuels dirigeants n'effacent pas leur personne? Non, c'est parce qu'ils ont mis en avant leur personne, qu'ils ont utilisé tous les moyens. Vise-t-on X, méconnu jusque-là? Certains pointent du doigt les forces de défense et de sécurité qui seraient visées par ces auditions. Ou bien les tenants de l'ancien régime. Vous savez, moi, je n'aime pas trop qu'on parle de nos forces de défense et de sécurité dans le sens de les affaiblir. C'est vrai, nul n'est au-dessus de la loi. Quand un policier ou un gendarme commet une faute, il doit être traduit devant la justice. Mais on ne peut pas les offrir à la vindicte populaire. Ce n'est pas possible. Les policiers, à la base, ils sont là pour protéger les citoyens sénégalais. Ils sont là pour assurer notre sécurité. Dans le cadre du maintien de l'ordre, j'en discute très souvent avec des amis, je n'ai aucune connaissance du terrain, du maintien de l'ordre et tout, mais j'ai observé le premier jour, quand les jeunes étaient en face du camp de gendarmerie de Colobane. Si vous voyez le mouvement, il y avait un mouvement de va-et-vient. Un coup, les gendarmes reculaient, un coup, ils avançaient. Et quand j'ai posé la question, ils m'ont expliqué que dans une manifestation, on ne met jamais les manifestants dos au mur. Parce que quand vous les mettez dos au mur, ils sont obligés de réagir. Donc, vous les poussez un peu, après vous reculez, vous leur donnez l'impression qu'ils ont gagné une partie du combat, ensuite vous les repoussez, etc. Nos forces de défense et de sécurité sont des professionnels du maintien de l'ordre. Maintenant, dans des manifestations violentes, parce que la violence ne vient pas des forces de défense et de sécurité, il vient toujours des manifestants. Dans une manifestation violente, quelquefois, il peut y avoir des débordements. Alors, dernière question. Vous avez observé et critiqué l'ancien pouvoir, tout en analysant l'actuel. Si ni hier ni aujourd'hui ne vous conviennent, qui doit gouverner demain et que proposez-vous concrètement? Alors, Théodore Chérif Monteil, en quelques secondes. Moi, je pense que celui qui doit gouverner demain doit être un visionnaire et un vrai leader qui va impulser un vrai programme de développement pour le Sénégal sur une génération. Développer le Sénégal sur une génération, c'est investir massivement dans l'éducation et la santé. Je le disais tantôt, un pays ne peut pas se développer dans le désordre et dans l'ignorance. C'est la promesse de tous les politiques. C'est la promesse de tous les politiques, mais quand c'est chiffré et documenté, quelquefois, ça peut inciter les gens à y croire un peu plus. Dernière chose que je voudrais dire, Georges, l'ignorance, l'indiscipline et le désordre sont les principaux maux des Sénégalais. Et on ne peut pas, ils sont liés. Quand on est ignorant, on devient indiscipliné et désordonné. Donc il est important, en tout cas moi, ce dont je rêve, c'est d'avoir un président de la République ou un gouvernement qui investit massivement dans l'éducation pour transformer le Sénégalais
et investir massivement dans la santé, parce que celui qui n'est pas en bonne santé ne peut pas travailler et ne peut pas développer son Merci pays. Théodore Chérif Monté, merci d'être venu au grand jury. Merci Georges. Théodore Chérif Monté, ancien parlementaire, merci à Hassan Diouf et Abdoulaye Diop qui ont assuré la partie technique. Merci à vous également de nous avoir suivis. C'était le grand jury, à dimanche prochain.